Moi, je dirais que l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, à travers le coup d'État de 2002, les événements de 2004, l'élection de 2010, le Gbagbo à la CPI et le gouvernement de Ouattara aujourd'hui, c'est la plus grosse fake news du XXIe siècle. Pour la France-Afrique, je ferai un point de départ avec la conférence de Brazzaville de 1944. La conférence de Brazzaville de 1944, voulue par le général de Gaulle à l'époque, que cette conférence, en fait, c'est la volonté de la France d'utiliser son empire colonial comme un moyen de recréer la puissance française qui a été détruite entre 40 et 45. Et par exemple, de façon très symptomatique, dans le cadre de l'éducation nationale, la conférence de Brazzaville focalise en disant il est interdit aux Africains d'apprendre leur langue locale. Ils doivent tous parler français. Pour une émancipation, ça commence mal. Et ce monsieur qui a tout démontré dans ces quelques pages s'appelle Laurent Gbagbo. Il est professeur à Abidjan en 1972. Il est docteur en histoire de la Sorbonne. C'est un monsieur éduqué qui n'a rien d'anti-français. Ça, je vis avec lui depuis 2007 et j'en suis un témoin permanent. Mais c'est un monsieur qui dit « Nous avons notre souveraineté à gagner. Nous avons l'équilibre à trouver entre les différents pays du monde. La Côte d'Ivoire est un petit pays par rapport à la France, aux États-Unis, si on veut, mais c'est un pays qui doit avoir sa souveraineté. Et nos relations doivent être des relations gagnant-gagnant avec d'abord les autres pays africains et puis les puissances occidentales. Entre adultes, nous avons des ressources, nous devons les exploiter, nous devons les transformer éventuellement. Et c'est dans ce cadre-là que Laurent Gbagbo voulait faire avancer les choses. On est en 72, là, quand il a écrit ce livre. Mais ensuite, il n'a jamais s'est jamais démarqué de cette position originelle. Et quand on lit Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, c'est un monsieur qui est resté constant dans sa volonté, à la fois d'émancipation et de relations. On parlait de Focard. Houphouët-Boigny était le relais de Focard en Afrique. Il a été en particulier pour une affaire très douloureuse pour les Africains, la sécession du Biafra, qui a été organisée par la France pour d'abord embêter les Anglais, parce que De Gaulle avait un problème avec un différend historique avec les Anglais, et embêter et récupérer une grande partie du pétrole, puisque le Biafra est l'éponge pétrolière du Nigeria. Et ça a été une guerre très douloureuse que les plus anciens peuvent se rappeler, qui a coûté des millions de morts et où la France, à travers son armée, qui était envoyée là-bas sous forme de mercenaires, mais qui était... C'est quelle époque, ça? C'est des années 65-68, avec les livraisons d'armes, et tout se passait par Abidjan. Et après, il y a eu les problèmes de l'Angola. Savimbi était défendu par Houphouët-Boigny, et il y a eu d'autres... Houphouët-Boigny était le relais de la France. Et je raconte dans mon livre qu'il y a eu un coup de fil entre les services de l'Élysée, la secrétaire de Mitterrand et l'avocat de Gbagbo. Et au terme de ce coup de fil, l'assistante de Mitterrand a dit à l'avocat de Gbagbo « Monsieur Gbagbo persiste à être candidat, dites-lui qu'il aura 18% et 9 députés. » Il a fait 18%, il a eu 9 députés. Qu'est-ce qui lui a dit ça? La secrétaire, Madame Paulette de Crane, qui était la secrétaire de François Mitterrand. Et il a fait effectivement... Donc on lui a réservé... On lui a annoncé le chiffre à l'avance, ce qui est une technique dans la France-Afrique, j'en reparlerai à propos de l'élection de 2010. C'est à la période où Houphouët-Boigny a fait rentrer dans l'arc politique ivoirien un monsieur qui était totalement inconnu de la classe politique, qui était d'origine burkinabé, qui s'appelait Alassane Ouattara, dont il fait son Premier ministre. Et qui est encore là aujourd'hui. Donc c'est important. Ça. À quel moment il rentre là? Il rentre en avril 90, il est nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est carrément... Et c'est pas un Ivoirien? C'est pas un Ivoirien. Attends, Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui le président, est pas ivoirien? Non, il n'est pas ivoirien. Et d'ailleurs, la seule personne au monde qui a toujours été constante pour dire que Ouattara n'était pas ivoirien, c'est Ouattara lui-même. Parce que tous les actes posés par Ouattara avant de devenir Premier ministre en Côte d'Ivoire l'ont été avec des documents voltaïques ou burkinabés par la suite, quand le Haut-Volta a changé de nom. Juste un exemple, M. Ouattara a obtenu ce qu'on appelle la Légion d'honneur ivoirienne, qui est l'ordre national de Côte d'Ivoire. Il a été décoré en tant que haut fonctionnaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et dans l'ordre de
cette médaille en Côte d'Ivoire, on retrouve le dossier de M. Ouattara, et à la rubrique nationalité, il y a marqué voltaïque. Il achète un immeuble à Abidjan en 1984, il va chez le notaire, il sort un passeport voltaïque. Tout est comme ça. Et au-delà de ça, quand il est au FMI, il remplace un monsieur Zoulou qui était zambien à la direction Afrique du FMI, et le communiqué officiel du FMI dit monsieur Zoulou de nationalité zambienne est remplacé par monsieur Alassane Ouattara de nationalité burkinabé. À propos de Brazzaville, dont a parlé Bernard, je vais vous citer quelqu'un qui parlait du coup d'État permanent, etc. C'est Mitterrand. Et moi, j'ai cité ce qu'il disait. Un spécialiste. Oui, dans une émission de Laura Adler à l'époque, dans le livre qu'elle avait fait, L'année des adieux, il dit en gros que ça a été une grande plaisanterie, le Brazzaville, qu'il ne s'agissait jamais pour De Gaulle de décoloniser. Alors ce soir, nous allons parler d'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un continent important, c'est un continent monde. L'Afrique, on adore en France, l'Afrique. L'Afrique a des ressources importantes dans son sol. L'Afrique, c'est un peu le petit frère qu'on infantilise. On va piller ses ressources. Et on dit aux gens, finalement, voilà un poisson, ne travaillez pas, alors qu'on devrait simplement, je dis même pas leur apprendre à pêcher, parce que ce serait, avec un accent circonflexe, déjà tout à fait présomptueux, mais les laisser vivre en paix. On sait très bien qu'en Afrique, il y a des réseaux importants, avec beaucoup de manipulation, qui financent depuis très longtemps, ça remonte aux années 50, la vie politique française, et les médias mainstream ne reprennent effectivement que ce qui les arrange, avec une vision tout à fait partiale et tronquée de la réalité. Alors ce soir, pour nous en parler, vous allez présenter, Étienne, nos invités. Nous avons François Mattei, qui a écrit le livre Laurent Gbagbo, libre pour la vérité et la justice. Donc je vous lis la 4e de couverture, je la résume. Chassé du pouvoir Manu Militari par l'armée française en avril 2011, à l'issue de l'élection présidentielle contestée de novembre 2010 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été accusé de crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale de La Haye le 5 décembre 2011. Et donc ce livre qui a été écrit à partir de 2012 avec de très nombreuses visites et des entretiens en prison, est le seul à avoir été réalisé avec la participation du président ivoirien pendant son incarcération et son procès. Donc c'est un témoignage unique qui apparaît comme un document pour l'histoire, parce qu'il met en lumière les manipulations du scrutin de 2010, on va y revenir dans le détail, les connivences entre la France de Nicolas Sarkozy et la CPI pour se débarrasser de Laurent Gbagbo. C'était un précédent, il y en a eu d'autres, notamment avec la Libye, jusqu'au montage, jusqu'aux manœuvres qui ont entaché le Gbagbo Gate, parce que c'est un mot à la mode. Tout devient gate aujourd'hui, les petites affaires comme les grandes affaires. Et quand on dit ça, on fait une norme, on met un hashtag, ça permet de ne plus penser. C'est une sorte de stimulus pavlovien. Et donc on dit Gbagbo, Gbagbo, et en France, les gens ne connaissant pas la question disent c'est l'horreur absolue. Nous avons aussi Bernard Oudin, qui a écrit Gbagbo, un homme, un destin. Donc le premier livre, les deux d'ailleurs sont chez Max Milo, un éditeur qu'on connaît bien ici, qu'on apprécie. Et donc là aussi, c'est un peu plus tôt, en 2000, on est au début des années 2000, en 2000 précisément, à la surprise générale, Laurent Gbagbo gagne les élections en Côte d'Ivoire. Donc c'est la France-Afrique, ce mot valise avec le CCD qu'il ne faut pas oublier, depuis l'époque d'Houphouët-Boigny, que nous connaissons bien. Donc c'est une victoire historique et démocratique qui ne va pas être acceptée par l'ex-puissance coloniale. Et donc le 11 avril 2011, Nicolas Sarkozy va installer au pouvoir, on le sait, Alassane Ouattara, et orchestrer avec Luis Moreno Ocampo, le procureur de la Cour pénale internationale, le transfert de M. Gbagbo à La Haye. Donc après 7 ans de détention et 3 ans de procès au cours duquel sont apparues au grand jour les manipulations, les errances de la justice internationale, ce livre se propose de rétablir l'heure de vérité. Et donc, il s'appuie sur des documents confidentiels, en particulier entre les autorités françaises et la Cour pénale internationale. Et donc, vous-même, vous retracez la véritable histoire de ce combat
pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je commence par vous. Est-ce que, Bernard Oudin, vous êtes complètement dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de leur souveraineté? Et est-ce que vous pensez que la France-Afrique, en dépit de tout ce qui a été dit, des différentes annonces de nos hommes politiques, perdure, a de l'avenir? Ou est-ce que c'est quand même un petit peu battu en brèche? Est-ce qu'on est dans la fin d'un processus? Ou est-ce que ce processus est toujours très vivant et très, très vivace? Merci. Ce processus est vivant et vivace, c'est évident. Moi-même, je suis un citoyen français et un citoyen ivoirien. J'ai les deux nationalités. J'ai grandi en Côte d'Ivoire de ma prime jeunesse jusqu'à le milieu de mes années d'étudiant. J'ai été coopérant français au ministère des Finances à Abidjan dans les années 70 avec un monsieur qui s'appelait Henri Conan-Bédier, qui viendra président de la Côte d'Ivoire plus tard. Et j'ai terminé en 2007 comme conseiller spécial du président Laurent Gbagbo. Je suis toujours son collaborateur après les années qu'il a passées à la prison de Scheveningen dans le cadre de la CPI. Et toute cette vie de la Côte d'Ivoire depuis les années 80, 90 jusqu'à aujourd'hui, je les ai vécues, je dirais, comme la petite souris dans le coin du dessin de Plantu. Vous voyez, on voit bien. J'ai toujours été là à beaucoup de moments de cette histoire de la Côte d'Ivoire. Avec les petites mouches parfois qui volent. Et ce sont des grosses mouches en Afrique. Et oui. Elles ne sont pas toujours recommandables. Et il est évident que malgré les velléités des uns et des autres de dire non, la France-Afrique a disparu. D'ailleurs, à ce propos, la France-Afrique, ça nous amène à la Côte d'Ivoire, parce que c'est un terme inventé par Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, qui était un orfèvre en la matière, étant lui-même un ancien ministre de la 4e et de la 5e République, un des co-rédacteurs de la Constitution française de 1958 avec Michel Debré, et qui donc connaissait bien, était un pont entre la France et l'Afrique. Et l'arrivée de Gbagbo au pouvoir en 2000, après la chute du président Bédier et le coup d'État militaire qui avait provoqué cette chute, a fait qu'il y a eu un tremblement de terre en France, puisque c'était un président d'origine socialiste. Mais Gbagbo n'est pas dans l'idéologie. C'était un monsieur qui voulait et qui veut toujours développer son pays pour l'amener à des normes démocratiques, entre guillemets, normales. Et donc la France a immédiatement fait le maximum pour ne pas faire durer l'expérience, entre guillemets, Gbagbo. Et à force de le combattre, elles finissent par aujourd'hui faire de Laurent Gbagbo, comme m'a dit un ambassadeur de France qui était là à Abidjan au moment du bombardement de Bouaké, dont on parlera sûrement tout à l'heure. La France a voulu mettre Gbagbo dans un cachot noir. Il sort de ce cachot noir en nouveau Mandela. Donc pour des gens qui ont voulu empêcher la sortie d'un pays africain du précaré français, ils se sont très mal pris, et on démontrera au fur et à mesure de la soirée, à travers un certain nombre d'exemples, François et moi-même, que l'expérience de Gbagbo, c'est d'abord un exemple pour l'Afrique pour le futur. Et vous avez utilisé un terme tout à l'heure dans votre ouverture de parler de fake news. Moi, je dirais que l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, à travers le coup d'État de 2002, les événements de 2004, l'élection de 2010, le Gbagbo à la CPI et le gouvernement de Ouattara aujourd'hui, c'est la plus grosse fake news du XXIe siècle. Et selon vous, alors quels sont les ressorts de ces fake news? Quelles sont les raisons pour lesquelles on organise ces fake news? Est-ce que c'est une histoire d'abord? Je pense qu'il y a effectivement une histoire intellectuelle, une espèce de joug que peut-être les pays occidentaux et notamment la France considèrent comme tout à fait historique et donc normal, puisque c'est toujours été la norme. Et est-ce que aussi vous pensez que la question principale, au-delà des ressources, parce qu'il y a aussi une importance stratégique dans tous les pays d'Afrique, et notamment dans cela, et notamment dans la Côte d'Ivoire, il y a aussi des liens historiques et culturels très forts. Est-ce que vous pensez aussi que c'est la manne financière pour un certain nombre de politiciens français qui viennent là puiser
puiser à la fois des appuis, mais aussi des espèces sonnantes et trébuchantes. Ce serait bien de résumer pour les gens qui connaissent pas le concept. Il y a plein de jeunes gens qui découvrent là. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots? Depuis Focard, allez, en Qu'est-ce que quelques, c'est que en quelques mots. le mécanisme de la France-Afrique? Quels sont les rouages essentiels? Et sûrement dans ces rouages, on trouvera le franc CFA, auquel cas on pourra demander à Nicolas de développer un peu. Mais globalement, Nicolas vient d'arriver. Et est-ce qu'on peut en faire un portrait global qui sert de décor, en fait, à l'ensemble Pour rester dans l'optique générale, où on a beaucoup parlé de Laurent Gbagbo, pour la France-Afrique, je ferai un point de départ avec la conférence de Brazzaville de 1944. La conférence de Brazzaville de 1944, voulue par le général de Gaulle à l'époque, était présentée comme étant le premier acte d'une volonté d'émancipation de l'Afrique dans le cadre où la France allait relâcher ses liens colonisateurs, etc. Et il y a un monsieur qui, en 1972, édite un petit livre qui s'appelle « Réflexions sur la conférence de Brazzaville » et qui finit par faire comprendre à tout le monde, puisqu'il publie le discours de René Pleven, qui préside la conférence, le discours du général de Gaulle et les directives du général de Gaulle pour la conférence, et qui démontre que cette conférence, en fait, c'est la volonté de la France d'utiliser son empire colonial comme un moyen de recréer la puissance française qui a été détruite entre 40 et 45. Et par exemple, de façon très symptomatique, dans le cadre de l'éducation nationale, la conférence de Brazzaville focalise en disant il est interdit aux Africains d'apprendre leur langue locale. Ils doivent tous parler français. Pour une émancipation, ça commence mal. Et ce monsieur qui a tout démontré dans ces quelques pages s'appelle Laurent Gbagbo. Il est professeur à Abidjan en 1972. Il est docteur en histoire de la Sorbonne. C'est un monsieur éduqué qui n'a rien d'anti-français. Ça, je vis avec lui depuis 2007 et j'en suis un témoin permanent. Mais c'est un monsieur qui dit nous avons notre souveraineté à gagner, nous avons l'équilibre à trouver entre les différents pays du monde. La Côte d'Ivoire est un petit pays par rapport à la France, aux États-Unis, si on veut, mais c'est un pays qui doit avoir sa souveraineté. Et nos relations doivent être des relations gagnant-gagnant avec d'abord les autres pays africains et puis les puissances occidentales. Entre adultes, nous avons des ressources, nous devons les exploiter, nous devons les transformer éventuellement. Et c'est dans ce cadre-là que Laurent Gbagbo voulait faire avancer les choses. On est en 72, là, quand il a écrit ce livre. Mais ensuite, il n'a jamais s'est jamais démarqué de cette position originale. Et quand on lit Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, c'est un monsieur qui est resté constant dans sa volonté à la fois d'émancipation et de relations. Pour comprendre comment Gbagbo est arrivé aux manettes, ce serait bien d'expliquer peut-être ce qui a précédé l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui a précédé l'arrivée au pouvoir, non, avant les élections, pour qu'on comprenne le décor, comment il est arrivé. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était au cœur de la France-Afrique, non, avant qu'il. Elle est restée 33 ans avec le président Houphouët-Boigny, dont j'ai expliqué qu'il était un Janus entre l'homme de l'Occident, son rôle en France et puis son rôle en Côte d'Ivoire, et qui a été, on parlait de Focard, Houphouët-Boigny était le relais de Focard en Afrique. Il a été en particulier pour une affaire très douloureuse pour les Africains, la sécession du Biafra, qui a été organisée par la France pour d'abord embêter les Anglais, parce que De Gaulle avait un problème avec un différend historique avec les Anglais, et embêter et récupérer une grande partie du pétrole, puisque le Biafra est l'éponge pétrolière du Nigeria. Et ça a été une guerre très douloureuse que les plus anciens peuvent se rappeler, qui a coûté des millions de morts, et où la France, à travers son armée, qui était envoyée là-bas sous forme de mercenaires, mais qui était... C'est quelle époque, ça? C'est des années 65-68, avec les livraisons d'armes, et tout se passait par Abidjan. Et on peut retrouver toute cette histoire de la France-Afrique sous Houphouët-Boigny. Et après, il y a eu les problèmes de l'Angola. Savimbi était défendu par Houphouët-Boigny. Et il y a eu d'autres
Houphouët-Boigny était le relais de la France. Et pendant ce temps, Laurent Gbagbo continuait à imaginer des relations différentes entre Déjà, Laurent son Gbagbo, pays et la France. Dans cette il devenait politicien ou bien il était... Il était politicien de toujours. De toujours. De toujours. Il Et était député, il était quoi? Il s'est d'abord battu pour le multipartisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en Côte C'est qu'en Côte d'Ivoire, il y avait le PDCI, qui était le parti quasiment unique, le parti officiel, qui était la section ivoirienne, ce qu'on a appelé le Rassemblement démocratique africain, le RDA, qui avait eu son premier congrès à Bamako au début des années 47. Donc il n'y avait qu'un parti, il a fallu se battre pour qu'il y en ait plusieurs. Il a demandé le multipartisme, il a été en exil pendant 6 ans, et il a fini par rentrer d'exil en 1988, et en avril 90, il a obtenu le multipartisme. Et il s'est présenté à la présidentielle d'octobre 90, et tous les Ivoiriens de la classe politique lui ont dit on ne peut pas se présenter contre Houphouët-Boigny, c'est le papa de la nation, etc. Et Houphouët a dit je me présente pas contre Houphouët, je me présente en tant que candidat dans le cadre du multipartisme, etc. Et je raconte dans mon livre qu'il y a eu un coup de fil entre les services de l'Élysée, la secrétaire de Mitterrand et l'avocat de Gbagbo. Et au terme de ce coup de fil, l'assistante de Mitterrand a dit à l'avocat de Gbagbo « Monsieur Gbagbo persiste à être candidat, dites-lui qu'il aura 18% et 9 députés. » Il a fait 18%, il a eu 9 députés. Qu'est-ce qui lui a dit ça? La secrétaire, Madame Paulette de Crane, qui était la secrétaire de François Mitterrand. Et il a fait effectivement... Donc on lui a réservé... On lui a annoncé le chiffre à l'avance, ce qui est une technique dans la France-Afrique, j'en reparlerai à propos de l'élection de 2010. Mais Gbagbo s'est toujours battu en politique pour... Donc là, on est en 90. Là, on est en 90. On est 10 ans et avant les élections décisives de 2010. On est 10 ans avant l'élection de 2000 qui va amener Gbagbo au pouvoir après le coup d'État militaire contre Henri Konan Bédié, qui était l'héritier... C'est quelle époque, ça? Le coup d'État a lieu le 24 décembre 99 contre Henri Konan Bédié, qui était président depuis le décès de Houphouët-Boigny le 7 décembre 93, et qui s'était fait et qui a fini le mandat, parce qu'à l'époque la Constitution ivoirienne disait qu'il fallait le président de l'Assemblée nationale terminer le mandat du président. C'est à la période où Houphouët-Boigny a fait rentrer dans l'arc politique ivoirien un monsieur qui était totalement inconnu de la classe politique, qui était d'origine burkinabé, qui s'appelait Alassane Ouattara, dont il fait son premier ministre. Et qui est encore là aujourd'hui. Donc c'est important. À quel moment il rentre là? Il rentre en avril 90, il est nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est carrément... Et c'est pas un Ivoirien? C'est pas un Ivoirien. Attends, Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui le président, est pas ivoirien. Non, il n'est pas ivoirien. Et d'ailleurs, la seule personne au monde qui a toujours été constante pour dire que Ouattara n'était pas ivoirien, c'est Ouattara lui-même. Parce que tous les actes posés par Ouattara avant de devenir Premier ministre en Côte d'Ivoire l'ont été avec des documents voltaïques ou burkinabés par la suite, quand le Haut-Volta a changé de nom. Juste un exemple, M. Ouattara a obtenu ce qu'on appelle la Légion d'honneur ivoirienne, qui est l'ordre national de Côte d'Ivoire. Il a été décoré en tant que haut fonctionnaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et dans l'ordre de cette médaille en Côte d'Ivoire, on retrouve le dossier de M. Ouattara, et à la rubrique nationalité, il y a marqué voltaïque. Il achète un immeuble à Abidjan en 1984, il va chez le notaire, il sort un passeport voltaïque. Tout est comme ça. Et au-delà de ça, quand il est au FMI, il remplace un monsieur Zoulou qui était zambien à la direction Afrique du FMI, et le communiqué officiel du FMI dit monsieur Zoulou de nationalité zambienne est remplacé par monsieur Alassane Ouattara de nationalité burkinabé. Parce qu'il est passé au FMI. Il est passé plusieurs fois au FMI, oui. Ouattara. Oui. C'est quand même un signe d'allégeance à l'Empire. Ouattara, c'est l'allégeance totale. Ouais. Vous avez la même analyse, François Mathilde? Oui, bien entendu. C'est simplement pas une... En réalité, c'est pas une analyse, ce sont des faits et qui sont indiscutables. À propos de Brazzaville, dont a parlé Bernard, je vais vous citer quelqu'un qui parlait du coup d'État permanent, etc. C'est Mitterrand. Et moi, j'ai cité ce qu'il disait. Un spécialiste. Oui, dans une émission de Laura Adler à l'époque, dans le livre qu'elle avait fait, L'année des adieux. Il dit en gros que ça a été une grande plaisanterie, le Brazzaville, qu'il ne s'agissait jamais pour De Gaulle de décoloniser. Il n'avait ni l'intention, ni le...
Et que bon, la C'est même le dernière contraire. phrase, c'est De Gaulle a demandé qu'on se soumette. Pour lui, on entrait dans la communauté si l'on refusait la souveraineté. Il demandait aux gens de se soumettre parce que ça a été la base de la France-Afrique. C'est-à-dire que la France était Dès 44. exsangue après la guerre, et qu'il s'agissait de garder la puissance française, enfin la France en tant que grande puissance. Donc on s'est appuyé sur un certain nombre de piliers, dont l'Afrique, qui fournissait... Et combien de piliers? Alors les piliers, il y en a plusieurs, Oui. mais au départ c'était d'apparaître comme du camp des vainqueurs de la il fallait Deuxième être au Guerre Conseil de mondiale, donc il sécurité. fallait être au Conseil de sécurité en tant que membre permanent, ce qu'il a obtenu, De Gaulle. Et- Ça, c'était C'est essentiellement un des essentiel. piliers. de la com. Oui, mais enfin... Quand on plus regarde que- l'histoire, donc, oui, quand donc on dit c'est- qu'on a... Non, mais ce que oui, je veux dire, oui. pour la France, C'est un quand on très dit- grand coup. quand on dit la France a gagné la Politique. guerre, Oui. si ça avait été Giroud, on aurait perdu. Ça a été De Gaulle, on a gagné. Ah oui, ce que Non, je veux en tout dire. cas, politiquement, il a bien joué la chose. Voilà, On nous ne peut sommes pas dire d'accord. le contraire. Il fallait être du camp des vainqueurs pour Ouais. pouvoir se partager l'avenir et le pouvoir politique sur l'avenir. Donc ça, ensuite, il y a eu, on le sait, Deuxième pilier. la bombe atomique. Il fallait être du clan de ceux qui avaient la bombe atomique. Deuxième pilier. Voilà, De c'est la ça, puissance voilà, à reconstruire la puissance. pour De Gaulle. Voilà. ouais. La France a joué la puissance, c'est-à-dire a joué l'avenir en fonction de son passé. Et De Gaulle était ancré à la fois dans le passé et voyait un avenir à la France. C'était de garder à la France son rang de grande puissance. Ouais. C'est clair. Donc ça, ce sont les premiers piliers. L'Afrique a joué les fournisseurs de matières premières. Et pas seulement l'Afrique, toutes les colonies, j'imagine. Toutes les colonies, évidemment. Toutes les colonies, mais enfin, ça a fondu comme neige au soleil. On a perdu notamment l'Algérie avec le gaz, le pétrole et ce que ça représentait. Donc on s'est encore plus jeté sur l'Afrique dans les années 60. Mais de toute façon, le cadre était bâti. Il y a eu le franc CFA qui a été, à partir de 45, institutionnalisé et mieux installé. Donc c'était une monnaie coloniale. Monsieur Gbagbo en parlera. Et puis ensuite, ça a donné à la France la possibilité d'avoir des matières premières pour rien, on va dire ça, pour rien. Gratuite, quoi, Oui, quasiment. Et puis peut-être aussi des sièges, des votes à l'ONU aussi, j'imagine que Oui, les colonies donnaient voilà. aussi des... Les colonies un donnaient grand nombre de chaque voix. pays qui était en Combien de principe voix indépendant. Combien de voix Il y avait 14 ou 15 anciennes colonies, puis plus d'autres pays autour. Ça fait une vingtaine de ça fait une vingtaine de voix, En fait, ça donnait à l'ONU. à la France, au lieu d'avoir une voix, ça lui Voilà. donnait 20 voix Qui votaient comme dans la le France. concert des 200 nations à Voilà. l'ONU. Ouais. Ce qui n'est pas négligeable, et ça donnait à la France une aire d'influence importante. Ça donnait aussi à la France la possibilité d'avoir son armée développée à l'extérieur. Ça continue aujourd'hui avec donc la direction des opérations sur le terrain. On sait très bien, par exemple, que les intérêts américains sont défendus en Afrique, Avec des sur tas de le bases. terrain, avec des soldats français. Bon. Et comme quatrième pilier, c'est quoi? C'est les ventes d'armes, c'est ça? Oui, alors aujourd'hui, et donc ça en fait partie, puisque l'armée est un vecteur important en France, mais la fabrication et la vente d'armes en France est un des incontournables de la politique française. C'est-à-dire que vous pouvez mettre qui vous voulez au pouvoir. Il y a une industrie qui représente 300 000 personnes et qui représente surtout une capacité politique. De la même façon que le franc CFA, c'est aussi très politique, c'est-à-dire que c'est une ingérence dans les affaires internes d'un pays. Bah oui, Vous bien maîtrisez sûr, sa monnaie. Eh oui. Quand on a voulu coincer Gbagbo, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé les robinets, on a fermé les banques. Donc c'est plus qu'une ingérence. On vit la même chose au niveau voilà. de l'Union européenne, mais Exactement. les Français n'en ont pas conscience. Voilà. C'est-à-dire que Exactement. quand vous Malheureusement. détenez la monnaie, vous détenez le pouvoir. C'est simple. Une armée, la monnaie, voilà. des systèmes régaliens, Voilà. Des c'est colonies ça, le pouvoir. Et Colonies donc on qui vous arrose. obéissent. Ben oui, tout à fait. qui décident pas de leur budget, qui décident pas de leur loi, puisque 80% des nouvelles lois en Alors France ça tombe viennent